Bonjour et bienvenue sur le cours vidéo du chapitre 15 qui est aujourd'hui suivre et réguler le processus de vente sur un site de e-commerce. Le chapitre sera composé de 5 objectifs. Le premier, ça sera de diagnostiquer le processus d'achat. Ensuite, il vous faudra faciliter la constitution du panier et la création d'un compte. Enfin, il y aura la facilitation du choix de la livraison et la validation de la commande. Et enfin, on va avoir la facilitation et la sécurisation des moyens de paiement. Et enfin, les droits de rétractation. Donc c'est un chapitre qui est consacré au site e-commerce dans la continuité du chapitre précédent. Pour vous entraîner, je vous propose de réaliser les exercices d'application qui sont situés en page 270 et 271 du manuel. Du coup, je vous laisse avec le support de cours filmé en vidéo. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation dans ces épreuves liées au confinement. J'espère que vous allez tous bien. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos emails ou des questions. Je pense que vous avez tous mon numéro de portable. Vous pouvez m'envoyer des SMS si vous avez des questions. Et donc, on échangera par Zoom sur ces différents sujets et sur ces différents chapitres lors des prochains cours qui nous attendent en visioconférence. Voilà. Allez, à bientôt. Bienvenue sur le chapitre Suivre et réguler le processus de vente. Le processus de vente, c'est l'ensemble des opérations et des traitements qui vont permettre de transformer le prospect en client. On parle de processus car ces opérations sont planifiées et elles s'enchaînent dans un ordre logique. D'ailleurs, quand vous allez voir l'ordre qui est présenté, vous allez bien reconnaître les différents processus de vente auxquels vous avez déjà certainement assisté lors de vos achats en ligne, puisque tout se suit de manière logique et de manière assez simple. D'abord, on va parler de l'entonnoir de conversion. L'entonnoir de conversion, on l'appelle aussi le funnel marketing ou le tunnel de conversion. Et ce sont les étapes qui permettent de faire passer un internaute du statut de simple visiteur à celui de client. Il s'agit donc d'optimiser le parcours de l'internaute pour le pousser à acheter. Donc ce tunnel de conversion, d'abord, il y a la phase de découverte où il va découvrir le produit, il va découvrir l'entreprise. Il y a la phase d'évaluation où là, le client va pouvoir évaluer le produit, savoir quel est le produit, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il peut lui apporter. Il y a la phase de décision. Donc là, c'est la phase où l'acheteur est convaincu et il passe commande. Et ensuite, une fois que l'acheteur a déjà acheté, il va devenir fidèle. Donc, il y a la phase de fidélisation. Donc, un peu plus de détails sur cet entonnoir. Tout d'abord, la découverte. L'objectif pour l'entreprise, ça va être d'attirer la cible sur le site et de capter son attention. Donc, pour attirer le client sur le site, on va peut-être réaliser des opérations promotionnelles, des publicités sur les réseaux sociaux, des publicités sur AdWords, Google, etc., pour que le client puisse prendre connaissance du produit. Ensuite, on va avoir cette période d'évaluation où là, l'internaute va devoir comprendre l'offre qui est proposée, comprendre le produit, le service. Donc ça va passer par la démonstration de produits, par des webinaires par exemple, ou autre qui va permettre au consommateur de connaître bien le produit. Enfin, on a le processus de décision qui va inciter le visiteur à passer commande, à le convaincre. Pour le pousser à passer commande et le convaincre, on peut utiliser le témoignage ou les avis des clients, le comparatif produit ou encore des offres promotionnelles comme des réductions. Et une fois que notre client est devenu client, l'idée c'est vraiment de le fidéliser, de le pousser à reacheter. Et là, ça peut passer par du bon d'achat ou de la carte de fidélité. On a ce tunnel de conversion
qui va permettre d'optimiser la façon dont le client réalise l'achat et réalise le processus d'achat. C'est lié un petit peu au dernier chapitre, le chapitre 14, qui est optimiser un site e-commerce. Donc, on va travailler sur cette partie-là. Hein. C'est pardon, je regarde. Voilà, toute la partie sur l'optimisation du site, etc. pour justement faciliter tout le tunnel de conversion. Maintenant, il s'agit de parler du tunnel d'achat. Et le tunnel d'achat, c'est le chemin que suit l'internaute entre le moment où il clique sur le bouton commander ou mettre au panier et celui où il va recevoir un message de confirmation d'achat. Un tunnel d'achat qui est mal optimisé va entraîner de nombreux abandons de panier. L'abandon de panier, c'est à peu près 70 à 80%, tout secteur confondu. Ça représente une part de chiffre d'affaires qui est perdue pour l'entreprise et qui peut être énorme. Surtout que perdre un client au moment où on est dans le tunnel d'achat, c'est que tout le processus du tunnel d'achat, donc de découverte et d'évaluation est fait, le processus de décision est quasiment fait, et là, ça veut dire que bam, on perd le client. C'est vraiment dommage. Donc l'idée, c'est vraiment de l'optimiser. Un panier abandonné, c'est vraiment du chiffre d'affaires qui est perdu pour l'entreprise. Il faut réduire au maximum ce taux d'abandon. On a Amazon, par exemple, qui travaille beaucoup sur l'analyse du comportement de ses internautes, de ses utilisateurs, et il va rechercher tout ce qui va irriter l'internaute. Il recherche tous les irritants et en fait, il va faire en sorte de comprendre ce qui irrite l'internaute pour justement faire des modifications, proposer des services, etc., qui vont permettre de générer plus de ventes. Et c'est exactement ça, l'optimisation du tunnel d'achat, c'est de comprendre les raisons qui poussent à abandonner le panier pour réaliser les modifications sur le site, les optimisations, et pour réduire au maximum ce taux d'abandon. Parce qu'on a déjà fait une grosse partie du boulot, et c'est vraiment dommage de perdre le client quand il est dans le tunnel d'achat. Donc le tunnel d'achat, il est constitué de 5 étapes clés. L'idée, c'est qu'un tunnel d'achat doit être le plus simple, le plus concis possible pour éviter vraiment de perdre le client. Donc il va d'abord constituer et valider son panier. Donc il est dans le choix de ses produits, il va valider son panier, mettre des produits dans sa wishlist, etc. Une fois qu'il aura fini cette étape, il va aller valider son panier, valider sa commande, et là, il va rentrer dans la suite du tunnel et qui va être la création du compte, ou alors la connexion au compte si le compte est déjà créé. Il y a cette partie qui comporte souvent aussi de nombreux irritants qu'il va falloir essayer de gommer. Et enfin, on a le choix des modalités de livraison. Là aussi, il peut y avoir de nombreux irritants, notamment le délai de livraison, les coûts de la livraison et les modalités. On verra ça tout à l'heure. Dans la validation de la commande, là, on verra qu'il y a des règles légales à respecter. Et enfin, on a le paiement. Pour suivre l'efficacité du tunnel de conversion, on va regarder des indicateurs qui sont à prendre en compte. Tout d'abord, on va regarder le nombre de conversions. Le nombre de conversions, c'est le nombre d'achats, tout simplement, qui sont réalisés sur le site. Le taux de conversion, c'est le nombre de conversions multiplié, le nombre de conversions divisé par le nombre de visiteurs du site multiplié par 100. Enfin, on va regarder le nombre d'abandons en cours de commande, le nombre de commandes réalisées et le nombre de visiteurs qui ont acheté. Donc ça, c'est important à prendre en compte pour justement faire des analyses et voir à quel moment il peut y avoir des défaillances.
Donc tout d'abord, l'internaute va constituer son panier, puis il va s'identifier. Alors ici, je vous ai mis tout ce qui est lié à la constitution et à la validation du panier et la création de compte. En fait, ici, je vous ai laissé le tunnel d'achat pour que vous puissiez voir où est-ce qu'on en est. Donc là, on en est au tout début. Donc ici, on est toujours dans le gommage des irritants. Et pour gommer les irritants, on va essayer de rendre les choses très faciles pour l'internaute. Il faut se dire qu'un internaute est très facilement irrité, très facilement embêté. Et dès qu'un internaute est embêté, il clique sur la croix en haut à droite et il s'en va. Il quitte le site. Donc, on va vraiment aider l'internaute dans le choix des caractéristiques du produit. Il faut qu'il arrive très simplement à choisir les caractéristiques du produit, par exemple la taille, par exemple la couleur, la matière, etc. Il doit être informé de la disponibilité du produit. Ça, d'abord, c'est une obligation légale, mais c'est important pour lui de savoir quand il va commander si le produit est disponible ou pas. Le délai d'expiration du panier, ça c'est important aussi, qu'il puisse savoir si son panier demain il sera terminé ou pas, parce que du coup ça donne une notion d'urgence aussi à l'utilisateur, de dire bon mais mince, mon panier expire dans 1 heure, il faut vraiment que je finisse, que je le termine ou que je commande ou que j'abandonne. Il faut que l'internaute puisse avoir facilement la possibilité de rajouter ou d'enlever des articles et aussi, il faut lui permettre de faire une sélection, de travailler sur une wish list ou une liste de favoris. Ça peut être aussi un élément important. Donc ensuite, il va s'identifier. Donc là, pour l'identification, il faut simplifier au maximum. C'est pour éviter les abandons. Si on demande trop de choses, trop d'informations, si on demande la date de naissance alors que ce n'est pas nécessaire, ça peut irriter l'internaute. Donc il faut vraiment éviter ça et il faut essayer de réduire au maximum le formulaire de contact. Donc, on va demander d'abord l'email, parce que forcément, l'email, c'est ce qui va nous servir dans toute la relation commerciale, à la fois pour valider la commande, pour lui envoyer le suivi d'envoi ou alors même pour lui envoyer des emails de fidélisation. On va demander vraiment le minimum d'informations et on va même lui proposer la possibilité de commander sans créer de compte. Il veut commander en one shot, une seule fois. Il donne son nom, son prénom, son adresse email, son adresse et c'est bon, il peut commander. Il n'est pas obligé de créer un compte avec un mot de passe. Automatiser la saisie, bien sûr, ça peut être intéressant pour faire gagner du temps. Et enfin, très important, le respect de la protection des données. Ça, c'est lié à la RGPD que vous connaissez déjà. Donc, une fois que l'internaute a créé son compte, il va choisir ses moyens de livraison. Et là, c'est pareil. Le mode de livraison est une source d'irritation qui peut être important, et notamment sur les frais de livraison qui peuvent être trop chers et qui risquent de faire que le panier sera abandonné. Donc, les solutions qu'on peut proposer, c'est d'offrir le transport à partir d'un certain montant d'achat ou alors la possibilité pour l'internaute de choisir entre plusieurs modes de livraison. Les modes de livraison qui existent sont la livraison à domicile, la livraison en point de retrait, le click and collect. Le click and collect que vous devez connaître, c'est j'achète sur Internet. C'est beaucoup réalisé par les sites de bricolage, les Conforama, les boulangers, où en fait on commande sur Internet et on va récupérer sa commande dans le point de vente de l'enseigne le plus proche de chez nous. Et enfin, il y a la livraison express en 24 heures. Cette livraison express, c'est notamment avec l'abonnement Amazon Prime où on peut être livré en 24 heures. Bien sûr, sur les modalités de livraison, le e-commerçant a certaines obligations légales, notamment une date limite de livraison qui doit arriver au plus tard 30 jours après la commande en ligne. Le fournisseur doit indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer. En cas de non-respect de cette date limite, le client peut obtenir la résolution de la vente. Donc la vente est annulée et il est remboursé. Remboursé,
il n'est pas obligé d'accepter un remboursement spécifique, comme par exemple un avoir. Il peut demander le remboursement intégral si la commande n'a pas été livrée au bout de 30 jours. Il doit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, il doit être informé, le client, de l'indisponibilité du bien ou du service commandé. Il doit pouvoir être remboursé si l'article n'est pas disponible sans délai et au plus tard dans les 30 jours qui suivent le paiement des sommes qu'il a déjà versées. Le fournisseur, il peut toutefois fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalent. Donc ça, c'est si jamais le fournisseur peut proposer un produit de remplacement et si cette possibilité a été prévue à la conclusion du contrat ou dans le contrat. Donc ça va être possible seulement si c'est inclus dans les conditions générales de vente. Et enfin, on a l'exécution de la livraison. Le professionnel est responsable de la bonne exécution de la livraison. C'est à lui de s'assurer que tout a été bien réalisé. Le professionnel, le e-commerçant, il peut s'exonérer de cette responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution de la livraison est imputable soit au consommateur, par exemple, le colis a été livré dans un point de relais et puis au bout de 10 jours, il n'est toujours pas allé chercher sa commande. Auquel cas, si le e-commerçant est en mesure d'apporter la preuve que le client a bien reçu un justificatif indiquant qu'il avait été livré et qu'il pouvait aller chercher sa commande, ça peut être imputé au consommateur. Il peut y avoir des faits imprévisibles et insurmontables d'un tiers. Ça, c'est quand par exemple le transporteur, le camion a un accident et toute la marchandise est classée, par exemple, ça peut arriver, ou alors un cas de force majeure. Donc, une fois que les modalités de livraison sont définies, le client va finir de valider sa commande. Pour finaliser la commande, il doit y avoir 4 étapes qui sont obligatoires. Ces 4 étapes, c'est d'abord la visualisation du détail de la commande et du prix total à payer. Le prix total à payer, c'est le prix des marchandises, le prix de la TVA et le prix des frais de port et d'autres prix si par exemple il y a une adhésion obligatoire à une association ou des choses comme ça qui sont prises en compte. À ce moment de la commande, le client doit pouvoir apporter des corrections sur des erreurs éventuelles qu'il aurait commises. Il doit pouvoir revenir sur sa commande. Par exemple, il s'est trompé, il a commandé 10 chemises. Il doit être capable de passer de 10 à une seule chemise si c'est son souhait. Pendant cette finalisation de la commande, il doit aussi accepter les conditions générales de vente. Et enfin, il doit confirmer la commande. Ces étapes-là, elles doivent toutes apparaître clairement sur le site. Et il doit y avoir des mentions qui sont les suivantes. Les moyens techniques qui permettent à l'utilisateur d'identifier les erreurs et de les corriger. C'est-à-dire que là, il doit pouvoir supprimer un article, changer la quantité, etc. Il doit pouvoir gérer la langue pour la conclusion du contrat. Il doit pouvoir archiver la commande. Donc, archiver, ça veut dire par exemple enregistrer un fichier PDF de sa commande ou pouvoir l'imprimer, etc. Ça, c'est important. Et enfin, il doit avoir les moyens de consulter les règles professionnelles et commerciales auxquelles le vendeur est soumis. Ça, ce sont les conditions générales de vente. Le consommateur doit pouvoir accéder à ces règles. Donc la dernière étape, c'est d'accepter la dernière étape de la finalisation de la commande, ici, la confirmation de la commande. Il doit conclure, pour conclure la vente, il doit obtenir le consentement du client. Et là, c'est d'accepter les conditions générales de vente en cochant une case qui permet de valider la commande. Bien sûr, il faut que le consommateur puisse accéder
aux conditions générales de vente. Et là, on peut proposer un lien au client vers les conditions générales de vente. Il y a ensuite des informations précontractuelles qui sont obligatoires quand on travaille avec des consommateurs. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo qui résume bien les informations précontractuelles en B2C. Et en fait, ces obligations précontractuelles, c'est que l'entreprise, elle est tenue de communiquer, et ceci de manière lisible et compréhensible, avant la conclusion d'un contrat, quelques informations. Et donc, toutes ces informations qui sont énoncées ici et que vous retrouverez aussi dans la fiche ressources, elles doivent être détaillées dans les conditions générales de vente. C'est très important. On va retrouver les caractéristiques des biens ou des services, les prix, bien sûr, la date ou le délai de livraison, les modalités d'application du droit de rétractation, etc., etc. Donc, je vous laisse lire la vidéo et vous avez tous les détails dans la fiche ressource numéro 4 qui se trouve en page 280 du manuel. Et il y a la même chose pour les informations précontractuelles en B2B. Pardon, il y a une erreur sur mon slide. Du coup, c'est la même chose. Le professionnel est tenu de communiquer à tout client professionnel qui en fait la demande ses conditions de vente, son barème des prix unitaires, ses réductions de prix et ses conditions de règlement. Donc tout ça, c'est résumé dans ces deux vidéos que je vous encourage à regarder pour mieux comprendre. Et enfin, on arrive à la dernière étape du tunnel de commande, c'est le paiement. Le paiement, c'est la dernière étape du processus d'achat. C'est l'étape la plus critique. On espère vraiment qu'à ce moment-là, le client ne va plus partir, puisque c'est encore un enchaînement de pages qui conduisent au paiement. Donc là, on n'est plus dans le tunnel de vente, on est dans le tunnel de paiement. Et encore une fois, c'est des pages qui s'enchaînent et qui vont permettre à la fin d'arriver au paiement. Pour éviter de perdre le client à cette ultime étape, on va supprimer les boutons précédents ou retour pour éviter que le client revienne en arrière et qu'il s'en aille. Donc là, il va choisir ses modalités de paiement. Il en existe différents types. Bien sûr, 85% des transactions sur e-commerce se font par carte bancaire. On a aussi 9% des transactions qui se font par des services de paiement en ligne, donc par exemple PayPal. Et vous avez aussi les chèques de fidélité, les chèques cadeaux ou les cartes cadeaux. Pour valider le paiement tranquillement, l'objectif également, c'est de rassurer l'internaute et de sécuriser la transaction. Donc toujours la sécurisation de l'adresse URL en étant en HTTPS et le formulaire de paiement qui contient seulement les informations nécessaires pour le paiement. Et ça, c'est souvent des pages qui sont gérées par l'opérateur financier ou la banque de l'internaute. C'est des pages précalibrées que vous avez très certainement l'habitude de voir et qui sont très rassurantes pour le consommateur. Sur les modalités de paiement, pour renforcer la sécurité du paiement en ligne, on a l'autorité bancaire européenne, qui est l'EBA, qui a publié une directive de services de paiement qui est entrée en vigueur au printemps 2019. Le client n'aura plus à transmettre ses identifiants et mots de passe à des tiers. Il passera par sa banque pour souscrire à ces services. Donc là, je vous pousse à regarder cette courte vidéo qui vous permettra de bien comprendre cette directive, qui est une directive légale et européenne de surcroît. Par rapport au paiement, bien sûr, le commerçant a des obligations légales. D'abord, l'e-acheteur doit être informé de son obligation de paiement avant de passer la commande ou avant de commander, de valider, pardon. Il doit recevoir une confirmation de commande
au plus tard au moment de la livraison. Donc ça, la plupart du temps, c'est une confirmation qui arrive par email. Il doit savoir s'il doit payer à la commande ou à la livraison contre remboursement. Le paiement à livraison contre remboursement, ça peut être sujet à des frais supplémentaires. Et enfin, ça c'est surtout en B2B, les délais de règlement qui sont définis maintenant dans le cadre légal, qui sont au maximum de 60 jours ou de 45 jours fin de mois à date de facture. La dernière chose, une fois que le paiement est arrivé, que la commande est validée, le client a toujours la possibilité de se rétracter. Et enfin, si on a perdu un panier ou un panier abandonné, on va pouvoir essayer de le reconquérir. Donc tout d'abord, sur la rétractation, je vous encourage à regarder cette vidéo sur le droit de rétractation qui explique comment cela fonctionne. Vous avez aussi les informations sur la fiche ressources. À vous de voir quel support vous plaît le plus. Lorsqu'on va vouloir reconquérir les clients ou qui ont abandonné leur panier tout simplement, on va pouvoir tenter de les rattraper. Ça va passer par le retargeting, la mise en place de webinaires ou d'outils de contact avec un conseiller ou bien encore un chat. Alors, ici, vous avez une vidéo sur le retargeting que je vous encourage à regarder parce qu'elle est bien faite. Mais le retargeting, ça consiste à cibler un individu qui a visité un site marchand, mais qui n'a rien acheté. Quelques heures ou quelques jours après la visite infructueuse, l'individu ciblé reçoit un email. Et là, c'est ce qu'on appelle un email retargeting. Le message peut comprendre les articles qu'il a mis dans le panier avec un avantage supplémentaire pour le prospect pour qu'il puisse finalement passer sa commande. On peut aussi utiliser le marketing de l'urgence pour indiquer au prospect que s'il reporte sa décision, il risque de ne plus pouvoir bénéficier de l'offre ou de l'avantage lié à la commande. Et enfin, on a les webinaires qui sont des présentations en direct sur Internet. Il est possible de proposer aux internautes ayant abandonné leur panier d'assister à une présentation en direct sur Internet. C'est le webinaire. Ça permet de montrer les avantages du produit et de répondre à toutes les questions. Cette technique permet de récupérer entre 5 et 7% des internautes qui avaient abandonné leur panier. Pour réduire les abandons de panier, il est également possible de proposer de l'aide en ligne à un visiteur qui a passé déjà un peu de temps sur le site via des outils de chat. La vidéo est maintenant terminée. Je vais revenir ici. Pour vous entraîner sur ce chapitre, je vous encourage à réaliser l'exercice d'application qui est situé en page 270 et 271 du manuel. Et vous allez arriver sur le site goshop.fr et vous allez pouvoir analyser, faciliter la construction du panier, faciliter le choix de la livraison, la validation de commande, voir les délais de rétractation, reconquérir les clients, etc. Donc vraiment, je vous encourage à réfléchir à toutes les questions qui sont situées sur les exercices d'application. C'est important pour pouvoir s'approprier le chapitre. Je vous souhaite une bonne continuation. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt pour la suite du chapitre.